celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Émilien, je travaille à la Guilde du jeu vidéo du Québec. Donc, bienvenue au rendez-vous de la Guilde spéciale Parcours d'innovation, présenté par notre partenaire CAE. Donc, ce soir, on va avoir des panélistes qui vont venir vous parler de l'innovation technologique en jeu vidéo, d'intelligence artificielle, c'est des sujets tendance. Je dois prendre un petit moment pour remercier les partenaires du Parcours Innovation et pour vous dire un petit mot sur ce que c'est le Parcours Innovation. Donc, les partenaires du Parcours Innovation, les grands partenaires du parcours sont évidemment le Cédrin, donc le co-organise avec nous. On a CAE et l'Auto-Québec qui sont aussi des grands partenaires. Et tous nos autres partenaires sont ici, donc Eidos Montréal, Innoprofi Solutions, Exola, OVH Cloud et l'École NAD qui nous accueille ce soir. Donc, je les remercie chaleureusement. Le Parcours Innovation, c'est un parcours qui inclut 2 rendez-vous de la Guilde, donc celui-ci et un autre à la fin janvier qui va surtout parler d'innovation en commercialisation. C'est aussi un parcours où il y a 2 cohortes de studios qui ont du mentorat à travers l'année et qui courent la chance de remporter l'une des 2 bourses de 10 000 $ offertes par CAE et l'Auto-Québec. Donc, sans plus attendre, je vais peut-être juste demander à Julien de nous dire 2 petits mots sur l'implication du Cédrin. Merci beaucoup, puis bonjour aux gens qui étaient là cet après-midi pour notre après-midi en innovation. Ça me fait vraiment plaisir de participer, que le Cédrin participe au parcours. C'est une initiative qui a été mise en place avec la Guilde il y a presque 4 ans maintenant, qui a changé cette année pour prendre le format d'un parcours qui s'étale sur une année plus que d'un concours. Puis c'est super intéressant de parler avec les studios, puis avec le nouveau format aussi, de les voir évoluer, d'avoir des mentors qui les accompagnent. Je tiens à remercier les mentors, je sais qu'il y en a certains qui sont là, de prendre de leur temps pour accompagner les entreprises et puis de les conseiller, puis d'échanger avec eux. Puis nous, ça fait partie de notre mission un petit peu de promouvoir l'innovation, de promouvoir la recherche, d'aider les entreprises aussi à ce niveau-là. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on participe avec la Guilde à l'organisation de ce genre d'activité. Donc bonne soirée et bon panel à vous. Merci Julien. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais vous présenter Philippe Perret, qui est notre animateur ce soir, qui est notre hôte ce soir pour le panel, mais qui représente aussi notre partenaire CAE pour la soirée. Merci beaucoup, Émilien. Merci Julien. Donc, mon nom est Philippe Perret, je suis directeur de gestion de produits et de circulation chez CAE. Et au nom de CAE, je suis certainement fier d'être partenaire dans cette parcours d'innovation technologique avec la Guilde et aussi de vous présenter le panel ce soir. Comme vous le savez, probablement, CAE est dans le domaine de l'aérospatial, la formation, surtout des pilotes, la création des simulateurs de vol. D'un certain sens, les simulateurs de vol, c'est des gros jeux vidéo. Hein? C'est de 10 millions et plus, mais c'est des gros jeux vidéo. Puis juste dernièrement, on vient d'accréditer l'utilisation de la base d'un jeu vidéo, Unreal Engine, d'Epic Games, qui est la base de notre rendu d'image d'environnement synthétique. On a fait ça il y a quelques semaines à Vancouver pour Air Canada. Et on a plus de 150 commandes mondialement dans les prochains 18 mois pour livrer ça sur nos simulateurs. Donc vraiment un croisé des chemins parce qu'il y a une opportunité pour le domaine du jeu vidéo, le domaine aérospatial, de collaborer. On travaille aussi avec Behavior. Donc je pense qu'on verra plus d'opportunités comme ça dans le futur, l'application de l'IA, la création de contenu et tout. Donc très content de faire partie de l'équipe ce soir pour modérer le panel. Merci. Merci, bon panel. Je vais pas s'il vous plaît, si vous demandez sur scène, peut-être suivre l'ordre pour ne pas mélanger les gens. Donc, Mazad, Olivier et Eric, s'il vous plaît. Hello! Donc, je demanderais peut-être à tour de rôle de vous présenter vous, votre parcours et votre compagnie. Donc, ça donnerait une petite perspective de votre expérience, de votre expertise dans le domaine. Donc, peut-être commencer par Mazad. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis Mazad, je suis ingénieure en apprentissage automatique au sein d'un studio californien, Indé, qui
s'appelle The Believer Company. On développe une nouvelle API et un des piliers de notre start-up slash studio, c'est vraiment penser au futur et l'innovation. Et je tiens à préciser que c'est quand même rare quand un studio se crée d'avoir tout de suite un département R&D, et c'était le cas, et c'est comme ça que je travaille aujourd'hui chez Believer, et je pourrais vous expliquer par la suite du panel ce qu'on fait, parce que ça va être dans la thématique. Excellent, merci. Oui. 1, 2. Moi je m'appelle Olivier, ça fait longtemps que je travaille dans les jeux vidéo, ça fait 25 ans. Et en 2016 j'ai eu l'occasion de changer un peu de direction. J'ai démarré La Forge à Montréal, Ubisoft La Forge, et j'en suis le directeur de développement aujourd'hui au niveau du Canada. La Forge, c'est un espace d'innovation pour Ubisoft. Ça permet d'explorer des sujets disruptifs, basés sur les derniers progrès académiques principalement. Et pour ce faire, on s'empare de problématiques qui ont lieu dans les productions, dans les lignes de production à Ubi, dans les services, et on propose des prototypages autour de ces problématiques dans un mode multidisciplinaire, avec des forgerons, des collaborateurs de production, des étudiants qui viennent unir leur savoir-faire autour d'une problématique. Et c'est ça qu'on fait à Ubisoft La Forge depuis 2016. Voilà. Bonjour, je m'appelle Eric Chat, je suis cofondateur de la compagnie Pixel Audio. On spécialise en audio interactif, en musique, en voix, en son. Personnellement, j'ai eu la chance de travailler sur quelques très cool projets ici à Montréal. J'ai été directeur audio pour Spiritfarer, Été, entre autres. J'ai composé la musique de Été ou Lara Croft Go, si vous connaissez. Et aussi, j'ai travaillé sur la musique interactive de Dead Space Remake et Star Wars Squadrons avec Electronic Arts. Je m'intéresse beaucoup aux technologies. Depuis le début, c'est un peu ce qui m'a amené aussi dans le jeu vidéo, puisque j'ai un background musical, mais les trucs interactifs, les ordis en général, ça m'a toujours beaucoup attiré. C'est dans ma famille depuis que je suis tout jeune. Puis j'expérimente sans arrêt. Voilà. Merci à vous tous. Dans la discussion préparatoire qu'on a eue, c'est intéressant parce qu'on parlait de l'application technologique. On ne parle pas juste de l'IA ici, mais tous les volets technologiques qui s'appliquent dans le domaine de la préparation, de la création d'un jeu. Puis, si on retourne il y a 20 ans, on parlait de, bon, vous travaillez 20 heures par semaine, vous passez le restant du temps en train de boire des pina coladas sur la plage, mais a priori, ça ne va pas arriver. C'est plutôt une question d'optimisation, d'efficacité qui s'est traduit. Tout le monde a accès à cette technologie-là, ça monte la barre, et là, on doit essentiellement produire plus, peut-être produire plus de qualité, un plus grand contenu, plus immersif qu'est-ce qu'on produisait il y a 20 ans. Donc peut-être juste rapidement, un petit tour d'horizon sur les impacts des nouvelles technologies dans chacun de vos domaines. Certainement l'application de l'IA c'en est un, mais les autres domaines technologiques le sont absolument. Et Olivier, entendre ta perspective là-dessus, ça serait fantastique. C'est ça? En fait, pour nous, l'AI, c'est à la fois pour aider et optimiser le travail de nos collaborateurs au sein du studio, mais aussi pour être player-facing. Dans ce qu'on a utilisé, qui a eu beaucoup de succès au sein du studio, c'est qu'on a une histoire, un lore qui est vraiment très riche. Et quand on avait des nouveaux arrivants, il fallait lire les Google Docs, et vous savez que les recherches sont des fois un peu fastidieuses. Aujourd'hui, avec des outils qui existent, j'ai oublié de préciser qu'on est une petite équipe R&D de 3 personnes, mais on a intégré à la prod. On a pu mettre en place des bases de connaissances, des knowledge graphs, qui se nourrissent chaque nuit de tout ce que les gens du narratif ont écrit, et qui met à jour tout ce graphe-là, qui avec tous nos personnages, et je peux vous dire que c'est très complexe. Et quand vous arrivez, même quand vous posez des questions comme employé au sein de notre studio, vous pouvez demander par exemple les thématiques. C'est quoi les thématiques de l'histoire? Ce caractère-là, à quoi il ressemble? C'est quoi sa relation avec un autre caractère? Et vous avez la réponse de manière synthétique avec les liens pour aller dans le Google Doc ou dans Notion
retrouver la source. Et je peux vous dire que c'est vraiment comme une recherche pouce-plus, un peu une recherche sous stéroïdes, mais qui fait gagner énormément de temps au sein de notre équipe. Et aussi pour dire quelque chose pour développer ce genre d'outils. Encore une fois, on est vraiment très petit. Ça a pris à peu près 1 mois. Et la partie qui a pris le plus de temps, c'est vraiment la partie infrastructure pour que les gens puissent se loguer, que l'application soit en ligne, H24, que tout le monde y ait accès. C'était vraiment ça. Sinon, la partie technologique aujourd'hui, c'est tellement accessible à tous qu'à faire une preuve de concept sur ce genre de cas de figure, c'est à peine 2 semaines. Et le plus long après reste vraiment la mise en production, mais ça fait partie des outils aujourd'hui qu'on ne peut plus se passer en fait. Formidable, merci. Olivier, peut-être? Moi, je dirais d'une manière générale, au niveau de l'innovation, ce que je vois arriver sur l'application dans les jeux vidéo, c'est d'abord un formidable accélérateur dans tout ce qui est l'assistance à la création de contenu. Vous l'avez peut-être vécu de façon individuelle dans vos différents métiers, dans vos différentes expertises. C'est fondamentalement un changement, une accélération de ce qu'on peut faire dans les pipelines de création. Donc, ça, c'est une des premières dimensions que je vois avec l'application de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, tout le monde connaît ChatGPT, etc., mais ce n'est pas nouveau. Vous pouvez regarder un petit peu plus loin dans le passé. Ça nous est, par exemple, à la Forge, on a sorti un prototype en 2019 qui permettait de faire de l'alignement au niveau des informations pour les animations labiales. Et ça, c'est une donnée très importante dans la création de contenu quand vous avez des jeux qui sont multilangues. Faire suivre la langue, et c'est une opération qui est coûteuse, qui était manuelle et qui a pu être complètement automatisée et qui a libéré pour les gens qui s'en occupaient, qui étaient particulièrement contents de recevoir ce genre de technologie, parce qu'ils étaient tout à la main. Donc un travail de titan qui tout d'un coup peut être automatisé avec un bon niveau de confiance. C'est ce genre d'initiative que j'ai régulièrement vu arriver, que ce soit de l'intelligence artificielle ou d'autres techniques. Ensuite, il y a un autre domaine qui est super intéressant dans l'innovation et qui est accéléré franchement par l'intelligence artificielle pour le coup, c'est tout ce qui est des nouveautés. Les nouveautés de création. Je pense en particulier à l'application d'apprentissage par renforcement. Ce qui vous permet fondamentalement de créer des agents dans les jeux vidéo qui vont apprendre à jouer comme les joueurs. Ils vont apprendre à se bouger, ils vont apprendre à tirer, ils vont apprendre à percevoir et à jouer avec le joueur, avec un niveau de fidélité qu'il est extrêmement difficile de caractériser avec des heuristiques. Donc des heuristiques, c'est des fonctions qui sont très souvent très manuellement fabriquées et qui vous permettent de caractériser quelle est la meilleure action à prendre en fonction d'une situation. Et avec du renforcement, l'apprentissage par renforcement, on peut relativement simplement et pas le bon mot, mais enfin ça devient accessible de créer des agents qui vont se comporter comme un joueur. Et sans nécessairement lui dire comment faire. Et ça c'est un vrai changement de paradigme et qui offre aussi des possibilités et des nouvelles expériences pour le joueur. Il y a un troisième domaine aussi que j'aimerais peut-être donner comme exemple thématique de disruption de l'innovation et de l'AI en particulier de nos jours. C'est toute la notion de player safety. Où nos joueurs se jouent, les jeux multijoueurs impliquent évidemment beaucoup d'interactions entre nos joueurs. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec les réseaux sociaux, qui des fois peuvent traîner sur Reddit ou sur d'autres réseaux peut-être un petit peu moins modérés. Beaucoup d'imagination, et parfois un petit peu trop. C'est aussi vrai dans les jeux. Sauf que ça vient nuire à la qualité de l'expérience des joueurs. Quand on joue à un jeu vidéo, on ne peut pas forcément se faire insulter, par exemple. Donc, il y a tout un ensemble de techniques qui sont devenues aujourd'hui accessibles et qui permettent de modérer le contenu dans les jeux vidéo face à des plateformes de jeux vidéo qui deviennent aussi des plateformes sociales. Et ça, c'est un autre élément aussi qui est très intéressant, qui vient aider le joueur et puis comment est-ce qu'il est bien dans les jeux qu'on offre. Donc, c'est pas mal, je dirais 360 degrés de ce que ça touche. Alors c'est bien parce que Mazad, Olivier, vous touchez
des facettes d'efficacité, hein, d'efficacité de recherche de contenu, de comprendre, d'informer les créateurs de contenu sur la ligne de la thématique. Dans le cas d'Olivier, à la Forge, la création des mouvements des lèvres, qui était une tâche extrêmement manuelle. Donc, c'est tous des volets d'efficacité qui rendent la tâche, a priori, parfois plus intéressante. Hein, parce que s'il faut chercher, c'est la partie plate, si on veut, de s'assurer que la thématique est cohérente avec le personnage ou la thématique ou de bouger les lèvres. L'individu en question était super content d'avoir accès à ça. Éric, de perspective? Oui, de mon côté, c'est quand même un petit peu différent. Je pense parce que c'est le côté artistique. On fait beaucoup, au niveau de la musique, au niveau des sons, il y a beaucoup de l'émotion qui est en jeu. Donc là, c'est pas encore exactement arrivé. Je vais m'expliquer. Ce que je vois le plus en ce moment dans l'optimisation de nos services, de ce qu'on offre, c'est des outils. Il y a de plus en plus d'outils. Est-ce que je vais filer bientôt? On dirait que ça fait ça. J'ai peur de casser c'est ça, je sens qu'il y a de plus en plus d'outils, c'est de plus en plus accessible, on est de plus en plus autonome. Aussi, on peut faire de plus en plus de choses par nous-mêmes au niveau sonore, au niveau de l'intégration aussi dans les engins de jeu. Il y a de plus en plus d'outils qui nous permettent facilement de passer, mettons, de Wise à Unreal ou de Fmod à Unity. Puis tous ces liens-là ont grandement accéléré mon travail depuis que j'ai commencé. En ce qui concerne l'IA, il y a plein d'avancées qui se font. Qui sont extrêmement intéressantes, mais on se bute à des dilemmes moraux, éthiques, avec le droit d'auteur, avec les acteurs, avec lequel on peut, en ce moment, assez facilement voler les voix. Et en fait, avec assez de... Peu importe ici, je prendrais votre voix pendant 60 minutes, je pourrais à peu près la recréer telle qu'elle. Et vous faire dire n'importe quoi. Ça, c'est déjà là. On peut prendre aussi vos voix et les transformer en vieillard, en jeune, en femme, changer même sur un range de genre. Avec la musique, on peut en générer. Jusqu'à date, ce que j'ai remarqué, j'ai fait des tests cette semaine en plus pour aller voir avec un qui s'appelle Suno.ai, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui fait quand même des relativement bonnes chansons. C'est quand même impressionnant. Si c'est du hip-hop, c'est du pop. J'ai mis de la musique d'orchestre. Puis ce qui est sorti, bon, déjà, la qualité de la production, c'est pas ce que j'ai besoin. On n'est pas rendu au niveau où j'entends des artefacts sonores, j'entends de la compression, j'entends des choses que je fais, c'est du AI, c'est pas assez clean pour moi. Mais aussi, j'entends l'intelligence artificielle avait choisi des choses dans ma musique que je n'aimais pas. C'est-à-dire que quand je fais de la musique, c'est une série de choix. Je choisis à chaque instant mon prochain accord, ma prochaine mélodie. C'est moi qui décide si j'aime ou pas ça. Mais l'intelligence artificielle choisit un peu plus aléatoirement. Donc, on sent qu'il a vu ma progression sonore, il a compris où je me situais, puis il a choisi des choses qui étaient généralement utilisées là-dedans, mais sans ce qu'on pourrait appeler en anglais le taste. Chacun a ses goûts, puis je n'ai pas compris ses goûts. Fait que là, je disais, je me bute à une difficulté, ça veut dire qu'il faudrait que je régénère, puis que je régénère, puis que je régénère, puis que je refasse un montage, puis à ce moment-là, je ne c'est peut-être pas encore l'outil que je souhaite. Donc, ouais, je pense que moi, je suis à peu près rendu là dans notre réflexion sur les nouvelles technologies. J'ai quand même envie de te dire que je suis totalement d'accord avec toi. Au niveau de l'éthique? Alors, au niveau de l'éthique, oui, il y a cette dimension-là, mais aussi sur plus fondamentalement, c'est pas parce que j'ai accès à Stable Diffusion que je suis le nouveau futur Picasso. Loin de là. C'est clair que ça remplace pas. Encore, peut-être, mais aujourd'hui, ça ne remplace pas un savoir-faire, un coup d'œil, une oreille. Ça ne remplace pas ça. Puis est-ce qu'on peut vraiment vouloir aussi... Moi, je fais de la musique principalement parce que j'aime ça. À la base, c'est quelque chose qui m'attire. J'ai le goût de mettre mes doigts sur un piano, j'ai le goût de créer. Ça me fait plaisir. Est-ce que je vais laisser ça? Je pense pas. Je pense plus que je vais l'utiliser toujours un peu comme outil, comme assistant, pour m'aider dans mes choix, plutôt que de faire les choix à ma place. C'est bon. Ça soulève une question sur la préparation pour ce milieu-là, hein, parce qu'on arrive, on est dans un milieu de travail, bon, ChatGPT arrive, Microsoft Copilot,
ces applications de LLM, toutes ces panoplies d'optimisation d'IA, puis on apprend un peu sur le tas comment utiliser ces systèmes-là parce qu'on est dedans. Est-ce qu'il y a un travail préparatoire qu'on pourrait faire dans un milieu éducatif pour mieux peut-être former les gens pour se préparer pour ça, ou est-ce qu'on envisage que c'est tout simplement ça s'apprend d'elle-même, puis avec l'utilisation, on devient plutôt expert à force de l'utiliser. Je pense que c'est peut-être un volet à explorer côté discussion. Moi, je dirais quand même, fondamentalement, c'est un peu difficile de faire une prédiction par rapport à une formation académique, par exemple, aujourd'hui, face à toutes ces nouvelles technologies, mais il en demeure quand même que quelqu'un qui se vouerait à une voie technique avec de l'ingénierie, etc., ne doit pas faire l'économie de comprendre les mathématiques, les statistiques, des choses qui sont nécessaires, même si un large language model peut répondre à certaines parties. Ça n'empêche quand même qu'il y a besoin d'avoir un minimum de savoir pour savoir quoi poser comme question. Vous ne vous transformez pas en codeur x10 si vous n'avez jamais appris à coder, même avec une LLM. C'est sûr que vous êtes beaucoup plus confortable que de devoir apprendre un nouveau langage, mais ça ne vous transforme pas en termes d'algorithmie. Je pense qu'il faut garder le sens critique, même pour nous ici. Pas que dans le milieu éducatif, mais même nous en tant qu'utilisateurs de l'AI. Moi, j'utilise tous les jours l'AI pour coder. Et c'est devenu un dialogue, en fait, parce que je brainstorm avec l'AI, je lui dis, écoute, voici mon code, mais je me demande, est-ce que tu ne penses pas que je pourrais l'optimiser de telle manière? Et des fois, c'est complètement à côté de la plaque. Des fois, il m'invente des fonctions. Parce qu'il n'a pas encore assez de... Surtout dans C++, en Unreal, en Python, ça marche quand même relativement bien. Mais en fait, une AI, on lui donne des datas, des données, et c'est à partir de là qu'il apprend. Donc s'il n'a pas la base d'apprentissage assez élargie, il va halluciner, il va vous inventer des choses. Donc je pense que la chose à avoir, c'est vraiment le sens critique, l'utiliser, parce qu'on ne peut pas ne pas l'utiliser, je pense. Aujourd'hui, c'est dans notre face. Mais il faut garder absolument ce sens critique et le challenger. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois il s'excuse en plus, mais limite, je dis non, c'est pas grave. C'est tellement gentil. C'est ça. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Oui, en fait, je m'en suis servi aussi de façon comme ça avec une discussion avec lui où j'avais évalué un projet. J'avais évalué un projet, ce projet-là a besoin de temps de son, de temps de musique, de temps de voix, j'aurais besoin de temps de temps. Je lui ai donné les infos, puis je lui ai dit, est-ce que ça a du sens selon toi? Est-ce que ça fait du sens? Là, on a commencé à avoir une discussion. Ah oui, quel genre de jeu? Ok, je vais aller voir. Ok, oui. Oui, je pense que tu mais peut-être pas ici. Est-ce que tu as pensé? Puis il a commencé à me poser des questions pour me challenger. Genre, ben oui, c'est une bonne idée. Puis je l'ai fait aussi avec des contrats, où j'avais reçu 2 contrats, puis je lui ai demandé, peux-tu vérifier ces 2 contrats-là, me les comparer, me dire les points de vigilance, puis les choses différentes. Ah oui. Instantanément. Ça, j'avoue que... Ouais, ça aide beaucoup. Alors, je pense que c'est super important, ce volet critique-là, de s'en servir comme outil. Je sais que c'est comique parce que mon fils programme beaucoup en Python. Puis, il est ingénieur mécanique, il n'a jamais programmé avant l'année dernière. Puis, il a découvert Python, puis aujourd'hui, il dit je ne saurais pas comment faire si je n'avais pas accès à l'IA. Là, il devient, c'est certain que l'IA ne fait pas tout. Là. Il apprend comment ça fonctionne, il l'intègre, il débug, il fait ses choses, il demande. Mais pour lui, cette notion-là de coder sans ChatGPT à ses côtés, c'est impossible. Hein? Ça n'existerait pas. Puis je pense qu'on va voir ça avec l'ère de la prochaine génération qui arrive avec ce bagage d'expérience-là et d'utilisation. Elle dit, ben non, absolument, ça me prend mon ChatGPT pas à côté de moi pour m'aider, pour rebondir des questions, pour explorer et tout ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a un volet. Il y a certains... Il y a le côté apprentissage de prompt engineering. Hein? Je découvre ça, moi aussi, à utiliser ChatGPT, c'est qu'il faut mettre une mise en contexte. Il faut dire qui on est, qui est le consommateur de ce qu'on lui demande de produire, et dépendant du profil qu'on demande, on a des réponses qui sont vraiment largement différentes. C'est vraiment un chat. C'est vraiment un chat. C'est vraiment un chat. On peut même lui donner du pourboire, ça marche. C'est dans les principes. C'est écrit, oui, on peut lui dire
En fait, il y a un article scientifique de prompt engineering qui liste les principes à utiliser. Et dans un des principes, c'est si à la fin on lui dit je te donne du tips, je te donne un pourboire, et ben, je te donne $5, $10 si tu me le fais bien. Apparemment, parce qu'il y a des concours de prompt engineering, il y a des challenges au niveau et Tant que c'est virtuel, là, je ne sais pas, au niveau de carte de crédit avec ChatGPT, je n'oserais pas. Mais c'est écrit par des humains, fait que. Ouais. C'est super intéressant, cette application-là. Puis l'aide à la créativité est intéressante. Mais sur certaines facettes, c'est toujours pas tout à fait là. Mais en termes d'aide, Microsoft utilise le terme copilote. J'ai toujours trouvé ça génial. Parce qu'essentiellement, c'est nous les pilotes. Le copilote est là pour nous aider, pour nous challenger parfois, pour nous aider dans les tâches routinières, que ce soit de recherche, que ce soit de déplacement de la bouche, que ce soit de séquences audio, de nous suggérer. Je trouve ça fascinant parce qu'effectivement, ça devient vraiment des conversations intéressantes à chaque fois de nous redemander ces questions-là. Si on touche un peu, est-ce que aujourd'hui, on a parlé de quelques applications de l'IA. Est-ce que, autre que les LLM, est-ce qu'il y a d'autres facettes ou est-ce que l'IA est utilisée aujourd'hui? Je ne sais pas si le modèle que vous avez utilisé pour faire la recherche est un LLM nécessairement, mais j'ai cru que sur Hugging Face, il y a plus de 975 000 algorithmes d'IA qui sont disponibles, qui sont optimisés pour toutes sortes de tâches. C'est tout à fait fascinant, ce répertoire-là, ce monde de jeux-là, où est-ce qu'on peut utiliser cet algorithme-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est encouragé au sein de vos entreprises d'explorer cette application-là ou est-ce que c'est plutôt ad hoc? D'abord, beaucoup de questions là. D'abord, j'aimerais dire, les LLM, c'est fantastique, effectivement, c'est génial. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a quand même un éléphant dans la pièce, les LLM, c'est pas gratuit. Il faut avoir de l'infrastructure, il faut pouvoir servir des joueurs, par exemple. C'est pas anodin. Et si aujourd'hui on n'a pas encore des jeux qui tournent live avec des LLM partout et puis des NPC incroyables, etc., c'est parce qu'il faut inventer un business model pour ça. Donc ça, c'est une dimension qui est aussi à prendre en compte. Sur la question d'autres types d'algorithmes, je dirais aujourd'hui ce que je vois moi arriver, c'est parfois ce qu'on appellerait des shallow modèles, des modèles avec peu de layers dans le fond, qui ont une complexité assez faible et qui viennent vraiment juste apprendre un pairing une parité entre un entrée et une sortie, de façon à pouvoir les utiliser devant les joueurs, de pouvoir maximiser la sortie ou avoir un confort d'itération rapide sans avoir à sortir les cartes de crédit. Et qui s'entraînent relativement plus facilement, mais qui n'ont pas évidemment la portée que vous avez dans des LLM multimodales sur lesquels vous pouvez déjà jouer. Donc il y a une variété importante en fait d'algorithmies dépendant de la problématique. C'est pas toujours un bazooka qui est nécessaire pour tuer une mouche. Et puis en termes d'encouragement dans les compagnies, c'est sûr que toutes les compagnies se posent la question de savoir comment utiliser les approches génératives AI, prédictives AI et tout ce que vous pouvez appeler AI et machine learning, comment l'utiliser pour aller vers un avantage compétitif. Parce que ça, il y a aussi une dimension qui est super intéressante dans ce que tu viens de dire. Tu as dit Hugging Face. Ouais. Mais tout le monde a accès à Hugging Face. L'accessibilité à tous ces algorithmes est très grande. Et donc, comment on fait pour une compagnie pour faire également ce que les autres font, mais de le faire d'une façon qui va donner un avantage compétitif ou préserver un avantage compétitif. Et ça, c'est une question qui se pose à Ubisoft de façon très régulière sur plein de facettes différentes. Oui, c'est intéressant. Je sais que chez nous, chez CAE, venir jusqu'il y a quelques mois, c'était banni l'utilisation de ChatGPT sur les appareils de CAE. Et la raison est assez simple, c'est que l'information qu'on demandait à ChatGPT retournait dans le nuage et c'était partagé avec les autres et que ça pouvait retomber chez nos compétiteurs qui feraient certaines recherches sur les systèmes. Donc c'est quand même important de considérer l'aspect propriété intellectuelle
On parlait de propriété intellectuelle sur la musique, mais aussi la propriété intellectuelle de ce que nous, on lui demande. On dit, ben voilà mon document ou mon analyse ou mon Toute création design. protégée par le droit d'auteur, c'est là que c'est difficile. Il faut faire attention parce que ça va se nourrir, ça mange, ça mange tout ce que ça reçoit. Effectivement, de venir jusqu'à la création ou le déploiement chez nous de Microsoft Copilot, qui a été fait en mode où est-ce que toute l'information reste à l'intérieur des murs de CAE. Donc, essentiellement, on pouvait quand même bénéficier davantage de tout cet apprentissage-là et l'LLM sans risquer que l'information se retrouverait chez nos concurrents. Donc, c'est une considération sur l'application de l'IA dans chacun de vos domaines, de dire que c'est un domaine concurrentiel, c'est un domaine où est-ce que l'utilisation de ces technologies-là se doit de se faire. Hein? Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas dire ouais, la bonne vieille méthode était bonne dans le temps, mais aujourd'hui, la donne a changé. Puisque tout le monde a accès, on doit voir comment que nous aussi, au minimum, l'exploiter à un niveau que les autres l'exploitent et peut-être en faire même un peu mieux. Ça me permet d'avancer au niveau sécurité, admettons chez Ubisoft, parce que les gens qui utilisent le IA, tu sais, en jeu vidéo, c'est reconnu, on signe des NDA en anglais, des Non-Disclosure Agreement, que vous avez peut-être déjà vu. On ne peut pas parler du jeu, on ne peut pas, je m'excuse pour les anglicismes, leaker de l'information à travers soi et les autres. Une fois qu'on est dans l'IA, on ne peut pas dire, je suis en train de travailler sur Dead Space, puis là, j'aurais besoin de savoir. Est-ce que vous avez implanté déjà de la sécurité à ce niveau-là? En fait, il y a la réponse courte est oui. Il y a des espaces spécifiques qui ont été créés internellement. Merci. À l'intérieur d'Ubisoft, pour pouvoir justement offrir des espaces sécuritaires sur lesquels mes collègues peuvent utiliser des modèles en sécurité. Et effectivement, ça c'est une dimension qui est super importante. Mais il y a aussi peut-être une dimension qu'on pourrait pousser un petit peu, mettre de l'avant pour ce panel, c'est une dimension dont tu parlais que je trouve super importante, c'est justement cette copyright, les données, etc. Puis ça c'est aussi quelque chose qui est très important à prendre en compte dans l'innovation, c'est que les données que vous avez chez vous, dans votre compagnie, que vous produisez, qui sont la marque de votre expertise, sont très précieuses. Et c'est aussi pour ça que les grandes compagnies et d'autres compagnies vont être après ces données. Et ne pas y prendre garde, c'est céder une partie de son savoir, gratuitement. D'où, par exemple, des problèmes de sécurité, mais qui sont aussi des problèmes de compétitivité. Et ça, c'est une dimension qui n'est pas facile à capturer, et qui vient aussi nourrir la dimension éthique, même si j'aime pas du tout le mot éthique, parce que je ne suis pas du tout un expert d'éthique, mais le côté responsable de la chose, dans le sens où, par exemple, quand vous utilisez Stability, Diffusion Model, etc., en fait, vous êtes juste en train d'utiliser des modèles qui ont été entraînés sur tout, puis sans permission, en mode libertaire complet. Donc c'est assez compliqué. Mazad, une petite entreprise qui utilise l'IA, c'est quoi vos considérations ou l'aspect sécurité, garder la propriété intellectuelle, tout cet aspect-là? Alors, chez nous, c'est, comme je disais, ça fait partie d'un des piliers, donc on veut que toute la compagnie soit sensibilisée à l'IA par l'utilisation, et pas juste par des formations pour dire ça c'est l'IA. C'est utilise-le. Donc on a mis en place des challenges challenge IA, ou par thématique, ça c'est du texte ou image, du image to image. On a aussi fait de la musique, où après les gens ils votent, et en fonction de qui gagne, il a un bon d'achat pour acheter un jeu par exemple. Donc ça permet par exemple à quelqu'un qui est en RH d'aller utiliser un outil qui va créer de la musique, et qui va se dire, qui va se faire sa propre opinion, et qui va se dire ok en fait c'est pas terrible en fait. Au début c'est rigolo, c'est cool, mais non, je préfère aller écouter ma musique sur Spotify mais c'est ça, c'est vraiment une incitative de dire on vous paye un abonnement, allez-y, utilisez-les. Par contre, tout ce qui est pour les LLM justement, on a mis en place, on est une petite compagnie, mais on a quand même une belle équipe infra, et on a mis en place tout ça à l'interne, donc rien ne sort de chez nous. Notre
quand je disais qu'on a par exemple un moteur de recherche plus, ça reste en interne, on ne va pas envoyer ça à l'externe, donc on a la mainmise sur nos propres data. Et ce que je voudrais aussi rajouter par rapport aussi à ton domaine, c'est qu'aujourd'hui on peut empiler plusieurs technologies, et donc là on est en train de faire une radio avec les news de la semaine par exemple, parce qu'on s'est rendu compte que Slack, c'est cool, ça remplace le mail, mais il y a énormément de messages. Donc par exemple, sur des channels qui sont le plus vus, comme channels pour tout le monde, je ne sais pas si vous avez vu passer le podcast qui est fait par Notebook, par Google, Notebook LLM. Donc là, on a une version, c'est pas celle-là, c'est une autre version plus custom, et pareil qu'on peut loger en interne. Et on met les inspirations musicaux de notre directeur audio pour le jeu. Et en fait, c'est des interludes et on veut arriver à faire une radio interactive où tu peux choisir, par exemple, tu veux avoir 60% de texte, 30% de musique. Et comme ça, tu travailles, ou je sais pas, tu fais ton ménage, mais tu as les news de la semaine, de ta compagnie, sans vouloir aller lire tout ce qui s'est passé sur ton sac. Tu reviens de vacances, tu écoutes ta radio. Ça, c'est complètement fou. Ça, c'est vraiment d'avoir cette radio qui se génère automatiquement. Bientôt, vous avez sûrement pensé à ceux qui ont joué à des jeux vidéo Grand Theft Auto, où il y a toujours une radio avec énormément de postes et énormément de contenu. Mais là, imaginez-vous, il est généré automatiquement chaque jour, il est complètement différent. Quelque chose qui était impossible l'année passée va être possible là. C'est incroyable. J'aimerais juste prendre un moment, puis je portais réflexion sur la discussion de l'application de l'IA, puis vous dire que c'est pareil chez nous. Dans le domaine aérospatial, la formation des pilotes, on a la création de contenu à faire à grande échelle, où est-ce qu'on doit être capable de, par exemple, faire l'extrusion des bâtisses, de décider la forme des toits, mais pas de le faire dans une ville, de le faire au niveau planétaire. Et donc, l'application de l'IA dans ces contextes-là, de l'avoir à 95% précis, ça nous permet d'automatiser l'efficacité de création de contenu à grande échelle. Ça, c'est une des facettes, la création de l'assistance par IA pour créer des soumissions. On fait des milliers de soumissions par année auprès de nos clients pour faire des mises à jour à différentes facettes du simulateur. Donc, ça permet d'automatiser cette recherche de contenu-là, de créer une première ébauche à partir de laquelle, un peu comme le Python, écris-moi un bout de code pour faire ça. Bon, écris-moi une soumission dans ce format-là, et puis je vais repasser à travers et je vais regarder, voir si tout se tient. Mais a priori, ça part avec cette ébauche-là. Le dernier cas, c'est celle d'analyse de la performance des pilotes. Donc maintenant, on a instrumentalisé nos simulateurs de vol pour que chaque atterrissage, chaque décollage, chaque malfonction qui se passe dans le simulateur, on est capable d'analyser la performance de l'équipage et de mettre ça dans une base de données gigantesque qui permet, elle, de pouvoir dire, je veux voir la flotte mondiale des A320 et comment que les pilotes atterrissent, puis je veux me comparer moi ou ma compagnie aérienne, comment que ça se compare aux autres, et est-ce qu'il y a des zones dans la formation que je pourrais améliorer pour être plus sécuritaire et plus optimal en termes de consommation de carburant et tous ces facteurs-là. Donc, c'est vraiment, c'est partout, hein, cette domaine-là d'application. Donc, c'est intéressant que c'est pas juste le jeu vidéo, mais c'est vraiment partout, le domaine de finance, le domaine des cartes de crédit. Ça va carrément nous changer comme être humain. J'ai l'impression, parce que tout dernièrement, on avait accès déjà à tellement d'informations à travers notre téléphone. Peu importe le domaine, on peut s'instruire sur n'importe quoi, tellement qu'on en oublie des choses, parce qu'on est habitué d'avoir notre téléphone. On va avoir un copilote constamment, là, ça va être, puis on va devenir complètement accro à ça. C'est sûr qu'on va devenir un autre genre d'être humain augmenté par l'intelligence artificielle déjà. J'aimerais peut-être profiter pour qu'on commence à explorer le mot de la fin et puis d'ouvrir pour des questions de l'audience. Donc, peut-être, Eric, peut-être tu peux commencer. Le mot de la fin, c'est quoi tes takeaways en bon français de la rencontre et tes observations que tu as? Mon mot de la fin, c'est ce que je sens qui s'en vient, c'est de l'optimisation, c'est des outils. On va devenir drôlement plus efficace. Je pense que ce serait ça mon mot de la fin. Si vous pensez qu'il y a du contenu en ce moment, préparez-vous parce que
on va devenir très, très efficace dans les prochaines années. Merci. Olivier? Moi, je dirais peut-être un petit peu un contre-pied, même si je suis d'accord avec toi. Il faut quand même faire attention à toutes les prédictions et toutes les exagérations que vous pouvez entendre parler à droite et à gauche. C'est dur. C'est super dur, mais il y a beaucoup d'exagérations dans les prédictions de tel système sera prêt dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Il y a matière à prendre un peu de distance par rapport aux choses qu'on peut entendre sur l'intelligence artificielle. Donc ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut prendre en compte quand vous donnez un jour. Et puis il faut essayer. Faut essayer, c'est super accessible. Et se faire une bonne idée, c'est en le faisant, c'est ce que tu disais, Mazat. Je trouve ça super intéressant, par exemple, d'introduire ça dans les organisations à des corps de métiers qui sont différents, qui d'habitude ne feraient pas d'éléments techniques, mais ça leur permet de se donner une idée de ce que ça fait pour vrai. Et ça, c'est un élément qui serait, à mon sens, important de retenir dans l'innovation. Il faut aller un petit peu plus loin que la publicité. Oui, c'est intéressant. Il y a un cas de figure chez nous où est-ce que le chief of staff qui s'occupe de notre PDG devait préparer en 15 minutes une rencontre avec un autre PDG. Puis elle a utilisé Microsoft Copilot pour dire, bon, quelles seraient les questions en tel et tel profil, quelles sont les questions qui pourraient demander les thèmes de discussion. Et en question de 15 à 20 minutes, il y avait une série de questions. C'était évidemment le critique, de relire le tout, de voir que c'était bon, mais elle a vraiment été sauvée par l'utilisation de cet accès-là qui pouvait se faire en question de quelques minutes. Mazat? Pour moi, c'est d'avoir une approche pragmatique de l'utilisation de l'AI, notamment dans les studios de jeux vidéo. C'est à quel problème vous voulez apporter une solution? Est-ce que l'AI est bien la solution ou pas? Si oui, c'est très facile de se perdre. Prenez un ou deux apps ou applications ou modèles, essayez et gardez votre sens critique. Mais je pense qu'il ne faut pas commencer à faire de l'AI dans tous les sens juste pour faire de l'AI. Est-ce que ça va répondre à une solution? Ça me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait des réseaux de neurones qui apparaissaient et tout le monde voulait résoudre tout avec des réseaux de neurones. En fait, une simple régression linéaire était suffisante. Donc, il faut juste garder cet esprit pragmatique. Est-ce que l'AI va répondre à ce problème, oui ou non? Si oui, faites commencer simple et gardez le sens critique. C'est bon, c'est intéressant parce que c'est un peu le cas qu'on utilise présentement chez nous. On a un groupe d'IA qui regarde les optimisations corporatives dans différentes facettes. Puis bon, on a exploré, on a toute une liste de potentiels, puis après ça, on finit par faire un peu de prototypage, on essaie, puis on revient toujours à dire, bon, fait face, OK. On l'essaie, est-ce que ça fonctionne? Non, bon, on abandonne cette idée-là, puis parfois on trouve des vrais bijoux dans cet exercice-là qui nous permettent d'optimiser notre temps. Avec 3000 ingénieurs dans la bâtisse, s'il y a place à l'optimisation de juste quelques pourcentages là-dedans, ça peut vraiment aller quand même assez loin. C'est intéressant, Olivier, je reprends un commentaire que tu avais apporté dans la discussion préparatoire, que cette application-là, on voit aujourd'hui sur Steam plus de 40 jeux qui sortent par jour. Hein? Comment on se différencie dans ce monde-là? Ben, se différencie en faisant des jeux qui sont mieux réfléchis, mieux appliqués, mieux travaillés. Donc, il y a quand même il faut se différencier. Hein, c'est ultimement le but de toutes ces technologies-là. Donc, je ne sais pas, Émilien, comment on procède pour l'ouverture des questions? Est-ce que quelqu'un passe le micro ou je ne peux pas mal? Merci, mesdames et messieurs. Je vais emprunter le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Levez la main. On va y aller un à la fois, il y en a beaucoup. Bonjour. Alors, futur de la technologie en vidéo, on a parlé beaucoup de l'AI, tout ça, du MLM, mais j'ai une question très brute, là, vraiment naïve peut-être. Qu'est-ce qui arrive avec le cloud gaming? C'était une belle promesse, en tout cas.
Ça coûte cher. J'enseigne menace et je pose toujours la question qui pense dans les étudiants qu'il va y avoir une autre génération de consoles et qui n'en aura pas? Puis à chaque fois, c'est séparé en deux de façon assez unanime. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. À partir du moment où vous avez une décentralisation des centres de calcul, pour fournir des features pour le joueur, pour faire de meilleurs rendus, des meilleurs AI, etc. Ça a un coût. Et la base de joueurs aussi doit être distribuée. Donc ça veut dire que d'un point de vue infrastructure, il faut avoir quelque chose qui va scaler. Comment est-ce qu'on crée un business model dans lequel l'expérience du joueur puisse être monétisée pour pouvoir soutenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une expérience cloud. Google n'y a pas réussi avec Stadia. Ça marche bien, par exemple. Et ça, techniquement, c'est mind-blowing. Le type d'expérience qu'on peut aller chercher avec ça est incroyable. On n'est plus limité par une puissance de calcul qui est dans le salon d'un individu. Mais le business model pour arriver à faire un jeu qui va être suffisamment engageant au regard des 40 jeux par jour qui sortent, il n'a pas encore été trouvé. C'est pas une question technologique, c'est une question de modèle d'affaires. Ah, tout à fait. Deuxième question. On parlait des 40 jeux par jour et l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va servir à se démarquer dans les 40 ou ça va être à cause des 200 par jour? Je trouve que c'est vraiment plus facile d'imaginer le deuxième. Puis après ça, quand on dit optimiser, j'ai l'impression que dans une carrière, on se retrouve souvent à avoir des fonctions pratiques à faire à des niveaux plus juniors et c'est très formateur. Là, j'ai l'impression qu'on va se retrouver à tous être des maîtres avec nos copilotes qui font ce qu'on leur dit, mais les étapes pour devenir des bons maîtres, pour acquérir ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque même à un niveau personnel, même pas au niveau est-ce que les jobs seront encore là, il n'y a pas un risque de sauter ces étapes-là? Question piège. Déjà, qui est intelligence artificielle ou pas, les 40 jeux par jour, la croissance n'a pas l'air d'aller en diminuant. Donc déjà d'entrée de jeu, il y a une explosion d'offres en termes de jeux. Ensuite, quand un jeu rencontre un succès, évidemment, d'autres personnes vont vouloir, ou d'autres compagnies vont vouloir reproduire le même genre d'expérience en se disant bon ben voilà, je peux peut-être faire moi aussi quelque chose avec le même jeu. Je ne sais pas combien de clones de Flappy Bird il y a sur l'Apple Store, hein, mais je pense qu'on peut les compter en centaines de milliers. Donc c'est déjà un phénomène qui a lieu. L'intelligence artificielle va juste peut-être accélérer ça, peut-être pas, je ne sais pas. Ça c'est une première réponse. Ensuite, la deuxième partie de ta question est vachement fondamentale. C'est-à-dire que là, si on regarde l'application d'intelligence artificielle, des LLM, etc., quelqu'un qui sait déjà comment chercher, qui a déjà un minimum d'expérience, ben lui, il est amplifié en fait par l'utilisation d'intelligence artificielle. Comment quelqu'un qui sort de l'école va aussi avoir un parcours qui va l'amener jusqu'à un certain niveau de connaissance et de savoir-faire dans lequel lui aussi va pouvoir bénéficier de cette amplification. Et là, je n'ai pas la réponse. Mais c'est une bonne question. Mais c'est vrai, amplification, si je peux me permettre, admettons, je parle de musique, puis j'utilise l'intelligence artificielle, c'est un gros plus pour moi de savoir déjà en parler, de savoir ce que je veux, de savoir spécifiquement des choses très techniques à propos de la musique. Si l'intelligence artificielle me génère quelque chose, c'est cool, mais je l'aimerais mieux en mineur. Cet accord-là, j'aimerais mieux qu'il soit bémol 9. Le fait que je le sache, ça va me faire de moi quelqu'un d'amplifié. Quand quelqu'un qui peut dire, moi je veux une toune de Noël, ok, mais une toune de Noël, il me semble que je voudrais plus triste, plus. Il y a comme, à un moment donné, tu peux aller beaucoup plus facilement dans des spécificités, parce que tu es un expert, puis donc tu discutes avec l'IA en tant qu'expert. Je pense qu'on va arriver à des résultats quand même plus intéressants que si on part sans connaissance, puis qu'on n'acquiert pas de connaissances. On veut pas, qui ne voudrait pas acquérir des connaissances sur quelque chose qui le passionne de toute façon? J'aimerais quand même rajouter quelque chose qui vient
de poupée dans ma tête, une expérience assez récente, je ne peux pas nécessairement révéler tous les détails, mais il y a des process qui sont automatisés par l'application d'intelligence artificielle. Et certains de ces process impliquent des interactions entre différents employés. Ce qui est intéressant, c'est que selon le côté d'application de l'intelligence artificielle, dans ce contexte-là, je ne peux pas forcément complètement parler librement, enlève tout un tas de tâches répétitives, mais n'enlève pas l'interaction entre les individus. Ce qui fait que dans ce genre de process, il y a toujours une forme de transmission, une forme de discussion qui peut avoir lieu autour du sujet. Et donc, il y a quand même cette possibilité. Elle ne devient pas forcément... L'intelligence artificielle, selon où est-ce qu'elle va être appliquée, par exemple, ne vient pas nécessairement provoquer une isolation. Donc, il y a un peu d'espoir, peut-être. Terminator, c'est pas tout de suite. Excusez-moi, c'est la première fois que je tiens un micro, alors c'est pas évident. Moi, là, de base, je suis artiste, concept artiste, et j'aimerais ajouter aussi mon point de vue créatif à l'IA. Parce qu'on parlait tantôt de copyright et d'IA, du fait que l'IA, ça mange tout sans faire la différence, que ce soit des droits d'auteur ou pas. Et n'étant pas 100% contre l'IA et ayant même testé l'outil, je me pose quand même la question si cette collaboration, coexistence entre l'IA et les droits d'auteur est quelque chose d'envisageable ou pas du tout. Je ne sais pas trop, c'est un peu le débat en ce moment. En ce moment, c'est en train d'être débattu. Il y a des juges, des avocats, des gens qui en parlent, qui essaient de trouver des solutions, parce qu'évidemment, c'est pas vrai avec des solutions. La technologie est venue, voilà ce que vous pouvez faire, tout ce que vous voulez, puis maintenant, discutons. Fait que là, je pense qu'on est dans la stade de discuter. Les gens qui s'impliquent en ce moment vont finir par trouver probablement des solutions. Pour l'instant, il y a eu des arrêts sur, en tout cas, les plateformes de musique. Je sais qu'ils ont arrêté de se nourrir pour le moment. Puis, on sont en train de discuter du futur. Est-ce que ces plateformes-là vont continuer à exister ou est-ce qu'ils vont changer complètement le modèle d'affaires? Je sais qu'en voix, il y a eu en anglais des strikes, des grèves. Je suis désolé, je parle toujours franglais. Donc, il y a eu beaucoup de grèves déjà, les acteurs étaient pas contents, les scénaristes non plus, les traducteurs non plus. Fait qu'il y a beaucoup de gens, en fait, là, je pense qu'on est en train, on sent qu'il y a un changement qui s'opère, puis dans chaque changement, ben, il y a des discussions qui naissent. Puis on a besoin, tout le monde ensemble, de passer à travers ces discussions-là, puis voir qu'est-ce qu'on fait. Allô? Donc, ma question est peut-être un petit peu plus technique, puis peut-être à plus long terme aussi. Donc, un des trucs que j'ai commencé à voir passer récemment, c'est aussi la question que l'utilisation des LLM, de l'IA, etc., c'est quelque chose qui, oui, a besoin de beaucoup de données, mais aussi qui génère énormément de données et que ces données-là deviennent disponibles et sont utilisées par l'IA pour s'entraîner, qui génère plus de données dans une espèce de cycle qui continue comme ça. Et un des effets de ça, c'est qu'à long terme, on peut imaginer un monde dans lequel les données sont tellement remâchées que ça devient un peu difficile de trouver quelque chose d'intéressant dans ces données-là, dans cette mer de données-là. Donc, j'aimerais ça vous entendre un peu à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des solutions à long terme? Est-ce qu'on a déjà commencé à penser à ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas commencer à penser? Est-ce que c'est... Donc, j'aimerais ça vous entendre à ce sujet. Pour tout ce qui est les modèles d'LLM, comme par exemple telle entreprise va publier soit en open source, soit de manière propriétaire un nouveau modèle, il y a toujours des garde-fous de tests déjà sur des questions type pour évaluer la qualité en fait du modèle qui sort. Donc ce que vous dites là, c'est un peu le serpent qui va se mordre la queue. Donc effectivement, c'est un problème, mais on le retrouve aussi dans les images, si on réfléchit. Avec la quantité d'images qui est par exemple aujourd'hui dans Midjourney accessible à tout le monde, je pense qu'il n'y a pas une AI, mais il y a plusieurs bots par jour qui doivent bien aller récupérer tous ces data-là pour entraîner des modèles, ainsi de suite, ainsi de suite. Effectivement, c'est un problème, mais il y a des garde-fous. Après, par exemple, moi, comment je vois la chose, et par exemple, si demain j'ai ma propre compagnie indé et que je vais commencer un jeu, et que j'ai par exemple une concept artiste avec moi,
Je vais lui apprendre un modèle sur la base de ce qu'elle a fait, elle. En disant, je ne sais pas votre nom, par exemple, fais-moi une maison de telle manière, avec le style de Nina. Et c'est ça que je vais utiliser. Parce que Nina va être d'accord. Parce que je sais d'où viennent les datas en entrée sur lesquelles on a entraîné le modèle. Et j'aurai aucune, et Nina va être entièrement d'accord pour qu'on puisse le mettre dans le jeu, puisque ça va accélérer, elle pourra réfléchir à autre chose, etc. C'est vraiment comme ça que je pense qu'il faut voir les choses. C'est pareil pour les LLM. Si c'est des LLM qui sont appris via votre propre texte, là pour le coup vous êtes sûr qu'il ne va pas se remordre la queue, etc. Donc, mais par contre, oui, effectivement, vous utilisez un modèle qui vient de sortir, vous ne savez pas d'où viennent les data sur lesquelles ont été entraînés, il y a toujours ce risque. Mais il y a des garde-fous, mais par contre, on ne peut jamais être 100% sûr. De toute façon, dans la vie, on n'est jamais 100% sûr de rien. Et en plus, en AI, encore moins. Donc, mais par contre, il y a quand même des applications qui sont pour moi aujourd'hui, qui vont être de plus en plus émergées pour entraîner les modèles sur nos propres data. Et pour moi, c'est ça qui va faire la beauté de la collaboration de l'AI avec l'humain. Alors j'ai une petite question sur, Philippe, tu parlais de Copilot, à quel point ça aidait les employés finalement, ils l'utilisent. Toi Eric, tu parlais des assistants. Et moi je me pose la question, si un assistant était offert par les entreprises, par employé, qui serait aussi le Copilot, on rentre dans quelque chose où il y a quand même une entité qui nous représente, en quelque sorte, qui nous connaît, qui appartient à l'entreprise. Ce côté-là est un petit peu gênant. Quand on n'a pas envie de travailler une journée et qu'on est malade, le crime devient difficile. Donc je me posais un peu la question de comment est-ce que vous voyez un monde où nos assistants discutent entre eux à l'intérieur de l'entreprise. On a une radio qui se fabrique avec ça. Les assistants parlent entre eux, nous posent des questions parce qu'il y a un autre assistant qui leur a parlé. Cette bulle qui est la propriété de l'entreprise nous ressemble incroyablement. Surtout qu'il nous a vu travailler tous les jours, qu'il nous a posé des questions tous les jours et qu'on lui a répondu. Donc ce data-là, qui appartient à nous et à l'entreprise en même temps, vous en pensez quoi? Désolé, la question, je suis méchant. Oui, ça existe, mais qu'est-ce que vous disiez, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on est d'accord? Vous ne pensez pas que ça pose des petits problèmes d'éthique graves? De faire une copie de nous-mêmes à quelque part? Non, qu'elle soit possédée par l'entreprise pour laquelle on travaille. Droit d'auteur. Que Eric soit connu. Et oui, d'autant que moi, ma compagnie Pixel Audio posséderait à ce moment-là, mais toutes les discussions que j'ai eues avec Copilot, puis toute cette information-là, tout ce que moi j'ai créé, tout mon... c'est une très bonne question. Ceci dit, attention, il y a des régulations qui existent. Par exemple, vous pensez au GPDR, dans laquelle il est stipulé qu'on peut demander à retirer ses propres datas de n'importe quel modèle. Mais dans le cas d'une entreprise, ça ne s'applique pas. Alors, je suis d'accord avec toi, mais il y a des garde-fous. Puis les régulations, les lois en matière d'intelligence artificielle n'arrêtent pas de changer. Et c'est pas demain matin c'est pas demain matin quand je vais aller à mon travail que je vais avoir un assistant qui va être un clone de moi. Voilà. Peut-être que dans votre contexte c'est le cas. C'est le cas dans mon contexte, mais moi ça va, mon entreprise c'est la mienne, donc j'ai moins de problème. Mais si par exemple je demande à mon assistant combien de secondes a travaillé un employé exactement, il va me le sortir à la fin près. Enfin, il y a de l'information très privée à l'intérieur de notre interaction avec l'entreprise qui finalement passe un peu au travers des humains. Je pense que là, il y a un endroit où on peut légiférer un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est délicat comme. Mais les régulations sont toujours en discussion, sont toujours en cours, puis à un moment donné, probablement ce genre de questions, si effectivement toutes les compagnies finissent par embarquer sur ce genre d'application, à ce moment-là, il y aura des régulations qui vont probablement être discutées. Après, c'est aussi à chacun de choisir un petit peu son parcours, quelque part.
Si des compagnies commencent à faire ça et puis que vous n'êtes pas d'accord fondamentalement avec ça, toujours moyen mais Copilot, par exemple, Copilot, c'est déjà un peu ça. Est-ce que le fait que Copilot, si par exemple il est utilisé sur des serveurs internes, ce qui peut très bien être mis en place, pour des questions de sécurité, toute data de mon interaction avec Copilot existe et permet par exemple de noter des pilotes. Je veux dire, quand on n'est pas le meilleur pilote, on prend cher. Donc c'est un peu aussi le problème. Évidemment, après, on peut le tourner en disant ça nous permet d'être meilleurs, etc. Mais d'un point de vue privé, c'est mais ça, pour moi, c'est pas l'AI, le problème de l'AI en général, c'est le problème de l'humain, c'est l'éthique humaine qu'il faut rentrer en compte. Si par exemple, à partir du moment où vous demandez à l'AI combien de secondes a travaillé tel employé, l'AI, il est bête, il va répondre. Mais pourquoi l'humain a demandé ça? Donc, c'est quelque chose qui... Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut poser ce genre de questions. On va passer à une prochaine question. Ça serait un très bon épisode de Black Mirror. Les panélistes vont être là ce soir avec nous au 5 à 7 qui va commencer. Donc on a du temps pour une à deux dernières questions. Donc il y avait une personne ici qui avait levé la main. Une dernière personne qui voudrait poser une question qu'on pourra... J'en vois pas, donc ça sera la dernière question. Hello. Petite question par rapport à peut-être les expériences que vous avez pu faire avec la génération AI de contenu. Je me pose des questions par rapport à, par exemple, faire du contenu peut-être pas primaire, mais secondaire, ou du contenu filler, disons, un peu comme des foules, ou des permutations, disons, de combinaisons d'éléments, ou ce genre d'éléments-là. Je sais qu'il y a un coût énorme à faire de la génération de contenu en live. Par contre, faire par exemple des moteurs à l'interne qui génèrent des permutations, des combinaisons, est-ce que vous avez expérimenté avec ça? Est-ce que ça a été prolifique ou est-ce que ça a été problématique? Je me demande juste s'il y a eu des explorations là-dessus, si vous pouvez en parler. Merci. Bon, je peux en parler un peu. Ça nous est arrivé plusieurs fois de créer des simulateurs, par exemple, pour générer toute une quantité de data qui nous permet ensuite de préparer des modèles qui vont générer plus de data qui sont dans la ligne de ce qu'on a simulé. Donc j'ai quelques exemples en tête d'initiatives qui nous ont permis de créer du contenu à partir de simulateurs. Donc en fait, on se met en position pour optimiser finalement la création d'un pipeline. Donc oui, ça arrive et ça fonctionne. Félix, Mazad, Olivier, Eric, merci beaucoup. Merci tout le monde. Donc, un rendez-vous de la guilde ne serait pas un rendez-vous sans une petite soirée de réseautage. Donc, on vous invite à passer de l'autre côté. Il y a des bouchées et des boissons. Donc, vous avez reçu vos coupons. Merci encore au nom de la guilde et bonne soirée.